relégable les amis, ça y est, c'est officiel, l'équipe de l'AS Saint-Etienne, à l'issue de cette 24e journée du championnat de France de Ligue 1, est en position de relégable. Nous sommes avant-dernier. Montpellier n'a pas joué au moment où j'enregistre ce débrief à froid qui va pas durer très longtemps, rassurez-vous, mais j'avais quand même 2-3 choses à dire au lendemain de cette nouvelle défaite à domicile face à Nice. Donc Montpellier n'a pas encore joué, il joue contre Rennes. Mais Le Havre a joué et Le Havre a gagné à l'extérieur, 4-3, une belle victoire du Havre à Lens qui ne fait pas du tout nos affaires puisque nous, du coup, ça nous fait reculer d'un cran. Nous étions barragistes depuis plusieurs journées. Nous nous retrouvons en position de relégable à 10 journées de la fin et il faut bien le dire les amis, aujourd'hui c'est l'inquiétude énorme qui règne chez les supporters stéphanois. J'étais au stade hier, on a fait le débrief devant le stade, on avait fait aussi l'avant-match. Alors avant d'aller plus loin dans ce débrief à froid, je voudrais quand même vous remercier parce que j'ai été très content, j'ai vu beaucoup d'abonnés de la chaîne, c'est vraiment toujours très sympa, merci pour tous vos encouragements, j'en profite un peu parce que je le fais pas souvent dans mes vidéos, mais je voudrais vraiment vous remercier. Alors bien sûr tous ceux que j'ai vus hier, qui ont participé au débrief ou que j'ai eu l'occasion de croiser au stade, Valentine, il y avait Louis, il y avait Jean-Luc, voilà, plein de monde que j'ai eu l'occasion de voir. Kid Knight aussi, ça m'a bien fait plaisir. Voilà, vous étiez très nombreux, Fabrice, etc. Donc merci beaucoup parce qu'il y a toujours beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance et mine de rien quand je vous croise et que vous me dites allez vas-y continue, c'est super ce que tu fais, bah ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que même si encore une fois il y a des fois je dis des bêtises ou je me trompe, globalement voilà je trouve hyper sympa et c'est très encourageant d'avoir vos messages sympas. Voilà, et puis merci à tous ceux qui sont abonnés aussi à la chaîne, tous ceux qui sont sub et qui soutiennent Carton Rouge depuis maintenant plusieurs années ou quelques mois, mais vraiment merci beaucoup parce que ça fait une belle communauté et c'est vrai que quand je vais au stade ça me fait plaisir de vous rencontrer tout simplement et je voulais vous le dire, donc merci pour tout ça les amis, merci pour tout ça, d'autant qu'on a bien besoin de se réconforter les uns les autres parce que franchement c'est difficile. Le match face à Nice au fond n'a fait que confirmer tout ce que l'on sait depuis le début de saison. Nous savons que nous avons une équipe qui est trop faible sur le plan technique et que du coup ben voilà on est en train de glisser lentement mais sûrement vers la Ligue 2 et qu'on ne voit pas bien au moment où on se parle ce qui va pouvoir nous sauver tellement les lacunes sont criantes. Alors déjà ce que je voudrais dire c'est que et ça m'a frappé hier en fait parce que alors j'étais venu face à Auxerre, on avait gagné 3-1 vous vous souvenez, et face à Auxerre j'étais dans le COP Nord donc on voit le match mais on le voit pas tout à fait de la même façon et puis surtout face à Auxerre on avait gagné donc forcément le sentiment était un petit peu différent et hier j'étais à Pierrefonds et donc j'étais vraiment au milieu du terrain et j'étais quasiment dans face du rond central et assez haut et donc j'avais une vue parfaite en fait pour voir le match et j'avais une vue parfaite pour voir surtout la faiblesse de cette équipe stéphanoise. Que de déchets techniques. Alors Orneland l'a dit, il a dit on n'a pas joué, on a fait trop de passes vers l'Arsenal, on a retrouvé l'AS Saint-Etienne qu'on connaît depuis le début de saison, c'est-à-dire une équipe qui est incapable de se projeter réellement vers l'avant. Alors quelquefois je vois les commentaires en disant oui mais quand même avec Orneland on a un peu plus de possession de balle. Oui on a plus de possession de balle mais c'est complètement stérile, on peut se faire des passes à 10 pendant 2 heures. En fait ce qui était dingue c'est qu'on n'arrive pas à casser les lignes, on n'arrive pas à changer de rythme en fait. Même en première mi-temps où globalement on a eu plutôt la possession de balle, surtout en fin de première mi-temps, à un moment donné on a privé Nice de ballon. Mais on jouait à la passe à 10, on s'est pas créé d'occasion, on se crée une occasion, on marque un but. Donc on se crée pas d'occasion en fait. En deuxième mi-temps, on a eu 2 occasions avec David Tachvili sur un centre d'Apia, il cadre pas sa tête et puis Boaké qui rate une occasion vraiment franche, mais pour le reste franchement on a peut-être eu la possession de balle mais ça ne sert à rien puisqu'on joue beaucoup en retrait, on joue beaucoup latéral et on casse pas les lignes. Et d'ailleurs, ce qui est dingue c'est que même si cette équipe est faible techniquement, elle est quand même capable de temps en temps de jouer au ballon. D'ailleurs, le but de Stassin nous le montre. C'est un très beau but, en fait. C'est un très beau but collectif, en réalité. Alors, comme tout le monde, moi, dans le stade, j'ai pas explosé de joie parce que j'étais convaincu à 100% que Stassin était hors jeu. Mais en fait, non, il était très décalé par rapport au joueur de Nice qui était de son côté. Donc, c'est pour ça qu'on avait l'impression qu'il était hors jeu. Mais il y a un joueur niçois qui couvrait de l'autre côté du terrain. Et c'est vrai qu'en temps réel, j'avais pas vu. C'est très difficile de voir s'il est couvert ou pas. Surtout si t'es pas le juge de touche. Le juge de touche, lui, il est dans l'alignement. Donc, il voit bien s'il y a hors-jeu ou pas. Et donc, heureusement, il a pas levé le drapeau, l'arbitre. Et donc, l'action est allée au bout. Mais quand on regarde l'action, même si sur les images qu'on voit sur Beansport et notamment sur YouTube, on voit pas le début de l'action. Mais le début de l'action, c'est Benjamin Bouchard qui récupère un ballon. Il traverse un peu le terrain. Il va jouer sur le côté.
ça combine, Mouefek revient vers Bouchouari, et là on voit l'image, il revient vers Bouchouari qui, sans contrôle, va lancer Stassin en profondeur. Une très belle passe de Bouchouari sans contrôle, j'en parlerai de Bouchouari. Hein. Et derrière, Stassin joue bien le coup, il combine avec Mouefek qui remet sans contrôle un beau but, quoi. Ils sont capables, les mecs, quand ils jouent au ballon. Mais on voit bien que dans la tête, c'est cassé, il y a quelque chose de cassé, parce que les mecs, on a le sentiment qu'ils jouent plus au ballon, et que du coup, derrière, ça veut dire qu'on recule, on fait des passes en retrait, on n'ose plus prendre des initiatives, et comme on prend plus d'initiative, on se retrouve finalement à être à la merci des joueurs niçois qui eux jouent très vite, et quand ils ont accéléré en deuxième mi-temps, finalement on n'y était plus. On a bien vu que dès qu'ils avaient tendance à accélérer en jouant notamment sur les côtés, on a pris l'eau de partout. Alors le premier but de Rosario, il est tout seul au deuxième poteau, Klaus il reprend, l'Arseneur repousse et Rosario une tête rageuse marque. Le deuxième but, c'est un CSC de Michael Nadé. Le troisième but de Guessant, c'est également une belle frappe décroisé, je sais pas comment le dire, qui trompe l'Arseneur. Sur les deux buts, là, le premier but, il y a une erreur de marquage au deuxième poteau, Klaus est tout seul, il fait sa reprise de volée. Sur le but, le CSC, Nadé, malheureusement, il met le ballon dans son filet, j'ai envie de dire, c'est un coup du sort. Mais par contre, sur le troisième but, Nadé, il est pas au marquage de Guessant, qui peut frapper tranquillement du plat du pied, il ajuste l'Arseneur. Et donc, ça fait beaucoup trop d'erreurs individuelles. Et donc, face à des équipes comme Nice, évidemment, tu n'as aucune chance. Encore une fois, cette défaite face à Nice, je ne veux pas dire qu'elle était attendue, mais même faire match nul, ça paraissait être un exploit auquel personne ou peu de gens croyaient en réalité. Bon, voilà. Donc maintenant, on est relégable. Il reste 10 matchs à jouer. On va se déplacer au Havre et à Montpellier. C'est vraiment les deux derniers matchs auquel on peut se raccrocher, c'est-à-dire que si on perd au Havre et qu'on perd à Montpellier, là pour le coup on peut se dire que c'est la Ligue 2 qui nous tend les bras, puisqu'après on aura des matchs super difficiles. Paris Saint-Germain, on va recevoir Lyon, on va se déplacer à Lens, on se déplace à Strasbourg, on va jouer Brest. Enfin, après on rencontre que des équipes du haut de tableau, ou en tout cas première partie de tableau, en dehors de Reims, où on se déplacera à Reims. Et donc au final, en réalité, on voit bien que tout n'est pas perdu, mais on se rapproche inexorablement vers la Ligue 2. Et ce qui m'a beaucoup frappé hier, c'est que j'ai senti énormément de résignation, de fatalisme du côté des supporters stéphanois. Franchement, le coup est dur à encaisser. Alors, je me pose quand même deux questions encore, deux questions majeures par rapport à ce que je vois aujourd'hui de l'AS Saint-Etienne. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo sur les 4 principales erreurs de Kilmer. Beaucoup de gens ont regardé cette vidéo, elle a fait plus de 20 000 vues. Je remercie tous ceux qui ont mis des commentaires, en particulier une personne qui n'a pas mis de commentaire directement sur la vidéo, mais qui m'a envoyé un message sur Facebook. Cette personne se reconnaîtra. Voilà, ça m'a conforté finalement dans l'idée que mon analyse n'est pas complètement fausse. Peut-être qu'il y a des imprécisions parce que j'ai pas accès à toutes les infos au club. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles je peux me tromper, mais globalement, les messages que je reçois ou que j'ai reçus me confirment que globalement, on a bien eu plusieurs erreurs de Kilmer. Mais au fond, et c'est la première question que je me pose, et c'est peut-être la principale erreur de Kilmer. Je ne vais pas refaire la vidéo sur les erreurs de Kilmer, mais la principale erreur de Kilmer, en fait. Je pense que Gazidis et puis ces deux vice-présidents de Kilmer Sport Venture étaient convaincus que les mauvais résultats de l'AS Saint-Etienne sur la première partie de saison étaient dus à Olivier Dalloglio et pas à la qualité de l'effectif. Vous vous souvenez que fin novembre, début décembre, à 2 reprises de mémoire, Olivier Dalloglio a pris la parole dans les médias pour dire que si on ne se renforçait pas significativement au mercato, qu'il fallait se renforcer significativement au mercato d'hiver, un joueur par ligne, pour pouvoir espérer se maintenir. Et même à un moment donné, il a dit je crois au Père Noël et je vais lui faire une très longue liste au Père Noël. Et donc en fait, ce qu'il dit à ce moment-là, c'est que très clairement, il y a un problème avec la qualité de l'effectif. Pas suffisamment fort et expérimenté pour la Ligue 1. La réponse de Kilmer, ça a été dehors. Tu n'as pas compris le projet, c'est toi le problème, tu as des jeunes joueurs en devenir, de qualité, et tu n'arrives pas à les faire monter en compétences. Tu n'arrives pas à les faire progresser. Et donc, j'ai fait du bruit, et donc la réponse de Kilmer, c'est on change d'entraîneur, et on va chercher Horneland, qui lui, va s'approprier le projet Kilmer, et va faire monter les joueurs en compétences, et va faire monter leur niveau, et on va se maintenir. D'ailleurs, donc Odo dit ça,
vous l'avez vu à l'écran, vous le voyez à l'écran, il dit ça à plusieurs reprises, dans des conférences de presse, dans des interviews, il dit vraiment il faut se renforcer au mercato d'hiver. Et après que Odo était limogé et qu'Orneland signe, il y a Gazidis qui fait une interview et qui dit non, le problème c'est pas la qualité de l'effectif. On a des joueurs de bonne qualité, le mercato a été bon. Et donc, ce que nous montre, ce que l'on vit là depuis janvier, c'est que Kilmer s'est trompé. Le problème principal, c'était pas l'entraîneur, puisque Orneland, et je vais dire un mot sur Orneland, ne fait pas mieux. C'est même un échec en fait, il faut le dire des choses. Orneland aujourd'hui, quand on regarde ses résultats, on va laisser la victoire face à Reims de côté, puisque Reims perd tous ses matchs depuis le début de l'année. Donc Reims s'écroule en fait. Depuis qu'ils ont vendu leurs meilleurs défenseurs, Reims n'existe plus, ils perdent tous leurs matchs. Donc nous on a battu Reims, ok. Orneland a dirigé la Saint-Etienne depuis 9 matchs, donc il y a la première victoire face à Reims, qui à mon avis a conforté de façon erronée Kilmer dans son analyse de dire le problème c'est pas les joueurs mais c'est bien l'entraîneur, c'était bien l'entraîneur. Et donc sur les 8 derniers matchs, on a marqué 3 points, 3 matchs nuls. On a fait Nantes, 1 partout, et encore on a eu chaud. On a fait Angers 3 partout, on aurait dû gagner, et on a fait Auxerre. Et en dehors de ça, on ne gagne pas. Et on n'a jamais fait un clean sheet depuis qu'Orneland est là. On prend plus de buts qu'avant. Alors on en prenait déjà beaucoup, mais on en prend encore plus. Donc ça montre quoi ? Ça montre que Kilmer, et ça c'est une interrogation, que pour moi c'est un mystère, dans son analyse de dire le problème depuis le début de saison, c'était l'entraîneur de la Saint-Etienne et pas la qualité de l'effectif. Quand tu vois le pédigré de Gazidis, de famille, de Rosenfeld, je sais plus comment il s'appelle, mais les mecs c'est des pros du foot. Et ils font cette analyse-là. Franchement, tu te dis, mais c'est pas possible en fait. Comment se fait-il que des mecs qui connaissent aussi bien le foot de haut niveau, Gazidis, il a dirigé Arsenal, il a dirigé Milan AC, et il ne voit pas. Enfin, tu te mets dans la tribune, tu regardes un match, mais même en début de saison, tu voyais bien que ça allait pas en fait. Encore une fois, ils avaient le droit de se planter au mercato d'été, mais au mercato d'hiver, c'est inconcevable qu'ils n'aient pas renforcé l'équipe. Donc pour moi, je ne comprends pas ce truc-là, mais expliquez-moi si vous avez la réponse. Je ne comprends pas que des gens aussi, en tout cas sur le papier, aussi expérimentés, ayant une connaissance aussi forte du foot, se plantent à ce point-là dans leur diagnostic. C'est ça l'erreur principale. Et ils ont dit c'est Odo le responsable et pas la qualité de l'effectif. Ben on voit bien que non. Orneland, il est sympathique le garçon, je ne veux pas dire du mal de lui. Mais Orneland, et c'est ma deuxième question, je ne fais pas plus, hein. Je vous ai promis que je ne ferai pas une vidéo longue. Mais enfin, et de ce point de vue-là, Odo était quand même un peu pareil. Du mal à changer de dispositif. Mais enfin, tu prends 3 buts par match avec Orneland. On a pris 4 à Lille, on prend 5 à Marseille, on a pris 3 face à Angers, on en prend encore 3 face... Tu prends 3 buts par match à domicile. Mais tu vas changer de dispositif. Il voit bien, Eric Orneland, que son effectif n'est pas suffisamment bon pour tenir un résultat. Il faut tenter autre chose. Mais c'est ça que je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas qu'il s'obstine avec ce 4-3-3 qui ne marche pas. On n'a pas l'effectif pour jouer comme ça. En deuxième mi-temps, c'était incroyable. En fait, donc moi, en deuxième mi-temps, je suis à Pierrefonds. Donc je vois Nice qui attaque sur ma droite. D'accord ? Nice attaque vers le COP Sud. Oh, les trous au milieu de terrain. Oh là là là. Mais putain, mais ça passait de partout en fait. Dès qu'ils accéléraient un peu, ça passait de partout. Il faut essayer autre chose, Eric. Tu regarderas pas cette vidéo, mais essaye autre chose. Try something else. Je te le dis en anglais puisque tu parles pas français d'ailleurs. Ça aussi, hein. Quand je l'avais dit en disant, mais il y a jamais un entraîneur étranger n'a jamais marché à Saint-Etienne. Bon, ok. On m'a dit, ouais, tu comprends rien, c'est de la data, il est super fort. Bon, ok, mais quand il parle anglais, permettez-moi de vous dire que je pense que ça ne facilite pas la communication pendant le match. Pendant le match, il fait des gestes. Go, 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 go. C'est sympathique. Pardon de le dire, mais je sais pas combien il y a de joueurs qui parlent anglais dans l'effectif de la Saint-Etienne. Il y en a, hein, parce qu'il y a des mecs qui viennent un peu de partout. Mais ça facilite pas les choses quand tu es dans une opération survie, maintien en Ligue 1. Au mois de janvier, dès le début janvier, tu savais que tu étais dans une opération survie. Tu prends un mec, il a jamais entraîné dans un top 5, dans un championnat du top 5 européen.
Je le redis, c'est pas dans les 5 meilleurs clubs européens. Il y en a qui me disent là, tu voulais des joueurs qui ont joué dans le top 5 européen. Non, j'ai dit, je voulais juste, à chaque fois je le redis, je voulais des joueurs expérimentés, soit Serie A, soit Bundesliga, soit Liga, soit Première Ligue, soit Ligue 1. Voilà, des joueurs. Donc, un entraîneur qui entraîne à ce niveau-là. Non, on prend un mec qui vient de Norvège, qui l'a fait en Norvège, c'est très très bien, bravo à lui. Mais il a quand même pas l'expérience de ces championnats-là. Donc, et en plus, il parle pas français. Donc, tu prends un risque énorme quand même. C'est la data. Ok, la data, ça marche pas. Ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il ne fait pas mieux qu'avant. Un peu moins bien. Bon, voilà. Donc, ça montre que le problème, c'était pas celui qui est sur le banc. Et je pense que tu pourrais mettre Guardiola, tu pourrais mettre qui tu veux sur le banc. Je pense qu'on aurait à peu près les mêmes résultats. Mais pour autant, je ne comprends pas qu'il ne tente pas autre chose. Encore une fois, vous allez dire que je sais pas, tu peux essayer un 4-2-3-1, tu peux essayer un 4-4-2, tu essayes autre chose. Au milieu de terrain, mon pauvre, mais c'est... Dès que les équipes adverses accélèrent, on explose en fait. On explose. Donc voilà, les deux questions, c'est comment des gens aussi expérimentés, et notamment Gazidis, ont pu se planter à ce point-là sur le diagnostic qu'ils ont fait de la première partie de saison, qui était mauvaise. Et pourquoi Horneland n'essaye-t-il pas autre chose aujourd'hui? C'est ça les deux questions. Voilà les amis, donc c'est dur, c'est très très dur, on fonce tout droit vers la Ligue 2, alors c'est pas complètement cuit, il restera les 2 matchs là qui arrivent, on n'a jamais gagné à l'extérieur, peut-être qu'on va se mettre à gagner au Havre et à Montpellier. Ce qui change un peu la donne maintenant quand même, jusqu'à présent je me disais bon, allez si on fait match nul au Havre, comme on est devant le Havre, on restera devant le Havre. Mais ça c'est fini, moi ça fait plusieurs matchs, je me dis si jamais on finit barragiste c'est déjà pas mal, mais je me dis si on finit barragiste ça va être un miracle en fait. Parce que quand tu regardes les matchs qui nous restent à jouer, quand tu vois le niveau de l'équipe, sachant qu'en plus, et je terminerai par ça, c'est qu'en plus dans ces situations-là, vous savez comment ça marche, l'aspect psychologique est super important. Les joueurs, ils doutent. Les joueurs, ils ont la tête à l'envers. Et quand ils arrivent sur le terrain, ils ont peur. Et on l'a vu face à Nice. Il n'y a personne qui prend l'initiative. Le seul qui prend l'initiative, c'est Bouchouari. Voilà, lui, il prend l'initiative. Et d'ailleurs, puisque je parle de Benjamin Bouchouari, là, j'avais dit que je ne serais pas trop long. Je suis désolé, excusez-moi. Mettez-moi un carton jaune si vous trouvez que c'est trop long. Mettez-moi un carton jaune dans les commentaires. Et là aussi, je pense qu'il y a une erreur d'analyse de la part de certains. C'est que si on descend en Ligue 2, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Pour nous, c'est terrible. Mais pour Kilmer, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Mais c'est pas si grave que ça. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas si grave que ça pour Kilmer. C'est pas grave. C'est pas grave pour eux. Benjamin Bouchouari, franchement, hier, mais encore une fois, quand tu le vois en vrai, tu te dis, mais en fait, il n'y a que lui qui a du ballon, en fait. Il n'y a que lui qui, au milieu de terrain, il propose des solutions tout le temps. Dès qu'il va vers le porteur du ballon, il y a un joueur de Saint-Etienne qui a le ballon, il y va pour proposer une solution. Il crée des décalages. Il n'hésite pas à porter un peu le ballon. Bien sûr, il prend des risques, quelquefois, il perd le ballon. Il n'en a pas beaucoup perdu hier, mais il casse les lignes. C'est lui qui lance Tassin. C'est lui qui porte le jeu. C'est le dépositaire du jeu stéphanois. Quand je repense en début de saison, certains qui me disent oh Bouchouari, ton Bouchouari, on me dit oh ton Bouchouchou, ton Bouchouari il est nul, machin. Mais les gars, mais Bouchouari en fait son contrat se termine en juin 2026, donc il lui restera 1 an de contrat à la fin de saison. Mais qu'on reste en Ligue 1, qu'on se maintienne ou qu'on descende, Bouchouari va partir à l'intersaison. Il ne restera pas à la Saint-Etienne. Il va recevoir des sollicitations tout à fait significatives de bons clubs de Ligue 1 ou d'ailleurs. Et donc, que va-t-il se passer puisqu'il lui restera 1 an de contrat? Kilmer le vendra, à juste titre, puisqu'il ne voudra pas prolonger. Et donc, on va vendre Bouchouari. Combien il vaut Bouchouari? Je sais pas. Il y en a qui, je pose la question un peu sur Twitter, il y en a qui me disent 8 millions, d'autres qui disent au moins 15, etc. Mettons qu'on le vende 10, 12, 15 millions d'euros. Je sais pas, il est international marocain, il est jeune. Franchement, il a vraiment très très belle qualité footballistique, ce joueur-là. Un joueur comme ça, milieu de terrain, à son âge, ouais, ça vaut peut-être 12 millions, peut-être 15 millions. Si on a payé Stassin 10, Bouchouari vaut peut-être 12, on ne sait pas. Bon, bref. Mais pour Kilmer, ils auront vendu Amougou 15. Bouchouari, mettons 15. 30. Mais ils ont déjà amorti l'achat de la Saint-Etienne. La vente de ces 2 joueurs paye la Saint-Etienne. Bien sûr, ils ont acheté des joueurs, ils ont mis 23 millions sur le mercato, etc. Mais la vente de 2 joueurs qui était là du temps de Romeyer et Cayazo, puisque Bouchouari a été acheté par Romeyer et Cayazo, rappelons-le quand même, et que Kamougou était au club. 2 joueurs, ça paye l'achat de la Saint-Etienne. Donc en fait, ils descendent en Ligue 2, ils vendront peut-être Stassin, mais il y aura peut-être 1 ou 2 joueurs qui partiront pour jouer en première division, en Liga, en ce que vous voulez.
Mais c'est pas un problème en fait. Ne vous y trompez pas. Hein. Ce sera un problème que pour nous en fait. C'est tout. Hein. Pas de souci. Hein. Le trading ça marchera et puis il y aura plein de joueurs qui arriveront en fin de contrat. Là, les vieux dont ils voudront plus évidemment, ils se débarrasseront. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils achèteront encore plus de jeunes, moins cher. Ils mettront pas 3 millions sur Boakier. 3 millions sur Boakier. 3 millions sur Milanovic. Il joue pas. La data. Quand même, hein, on peut le dire, non? On peut le dire maintenant, on peut commencer à en parler ou pas? Bon, bref. Allez, j'arrête là, les amis. J'arrête là. On soutiendra l'équipe jusqu'au bout. Coup de chapeau aux supporters qui, jusqu'à la fin, ont soutenu l'équipe face à Nice, même jusqu'à la dernière minute alors qu'on était mené 3-1. Et encore une fois, les joueurs font ce qu'ils peuvent. Là, ils jouent la peur au ventre. Ils sont limités techniquement, mais les joueurs, ils font ce qu'ils peuvent. Orneland fait ce qu'il peut. Bon. Voilà, donc on va les soutenir jusqu'au bout en espérant que sur un malentendu, on puisse se maintenir, mais ça va être de plus en plus difficile. Allez, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.